Nous sommes le 14 octobre 1951 quand Robert alias Bobby Boatman se rend en forêt avec deux amis à lui pour apprendre à chasser. Malheureusement, Bobby n'en reviendra jamais et la suite des événements est plus que mystérieux. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Bobby, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire peu connue. Elle est tellement peu connue que c'est très dur de trouver des informations sur internet. J'espère avoir fait la vidéo la plus précise possible, avec le plus d'éléments possible. Il y a aussi très peu de photos, même aucune en fait, donc malheureusement je ne sais pas vraiment vous illustrer cette vidéo. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira tout de même, et l'histoire est vraiment mystérieuse et elle mérite d'en parler. Robert Boatman, qu'on appelait Bobby, est un jeune garçon de 14 ans né en 1936 et vivant dans la ville de Walla Walla dans l'état de Washington aux États-Unis. Le début de son histoire commence le 14 octobre 1951. Ce jour-là, au petit matin, deux amis de la famille étaient venus chercher Bobby pour l'amener en forêt. Ces deux amis étaient plus âgés que Bobby et ils s'appelaient Martin et Fred. En fait, ils avaient l'habitude d'amener Bobby en forêt pour lui apprendre à chasser, et ils faisaient ça déjà depuis quelques mois et ils le prenaient tous les samedis avec eux. Ce jour-là, Bobby se rend donc en forêt en prenant avec lui son fusil, un couteau de chasse et aussi une casquette rouge-rose, parce que en fait, c'était Martin et Fred qui lui avaient conseillé de mettre comme quelque chose de flash sur sa tête, déjà pour éviter les accidents de chasse, qu'on ne le tire pas dessus sans faire exprès, et puis pour aussi toujours l'avoir à l'œil. On est en octobre et évidemment il y a beaucoup de neige, mais ça n'arrête pas les trois chasseurs, bien que leurs bruits de pas sur la neige font beaucoup de bruit, et donc ça éloigne pas mal les animaux. Ils vont donc prendre la décision de s'aventurer un peu plus loin dans la forêt pour essayer d'avoir un peu plus de chance. Mais bon, ils n'ont toujours rien après quelques heures et ils vont prendre la mauvaise décision de se séparer, que chacun parte de son côté pour couvrir un peu plus de terrain. Ils vont déterminer un point de rendez-vous où ils devront se retrouver une heure plus tard. C'était un point de rendez-vous assez reconnaissable et chacun va partir de son côté. Bobby, lui, va s'aventurer dans la forêt seul du haut de ses 14 ans. Bon, l'heure passe et Bobby n'est toujours pas là. Les deux autres chasseurs, donc Martin et Fred, ne s'inquiètent pas vraiment. Ils se disent que Bobby n'a sans doute pas vu l'heure passer, ou même que peut-être il est concentré, qu'il essaye de traquer un animal et que donc il n'a pas envie de le laisser partir. Ils vont attendre quelques longues minutes et puis ils vont prendre la décision d'aller voir un petit peu dans la forêt pour essayer de le retrouver. Évidemment, ils vont pas faire énormément de bruit parce qu'ils se disent que voilà, si Bobby est en train de traquer un animal, ils veulent pas lui faire rater sa proie, et donc ils vont l'appeler mais tout doucement, ils vont essayer de regarder un peu autour d'eux, mais pas vraiment, enfin il n'y a pas de stress là-dedans. Bon, quand même les minutes passent, les heures passent, et là Martin et Fred, ils ont quand même un peu peur. Ils se disent que c'est pas normal et ils vont commencer vraiment à s'inquiéter et à crier le nom de Bobby un peu partout et à s'activer un peu plus pour essayer de le retrouver. Mais encore une fois, les heures passent et la nuit va tomber alors que les chasseurs sont là quand même depuis le petit matin. Ça fait quand même un long bout de temps que Bobby a disparu. Évidemment, on est en 1951, ils n'ont pas de téléphone sur eux, ils peuvent pas appeler la police, ils peuvent pas appeler les parents de Bobby, et ils se disent on va pas partir de la forêt sans Bobby parce que s'il revient, on sera pas là pour lui, on sera pas là pour le récupérer, donc on va rester dans la forêt cette nuit et on va établir un campement. Chose qui est vraiment étrange parce qu'ils auraient juste pu partir et chercher la police et avoir beaucoup plus de gens pour les chercher un peu partout, mais là non, ils se sont dit qu'ils pouvaient gérer ça à eux deux. Bon, Martin et Fred vont quand même installer leur petit campement, ils vont allumer un feu, et ce qui est dingue, c'est qu'on est en octobre, il y a de la neige partout, il fait froid, eux ils ont quand même de l'équipement, ils savent faire un feu, donc voilà, ils savent survivre, mais Bobby il est tout seul, il a 14 ans, et ils n'ont pas peur qu'il soit là en train de mourir de froid quelque part, ils n'ont pas peur de ça, ils se disent il va revenir et pendant la nuit il nous retrouvera grâce au feu de camp. Ce qui est quand même assez étrange de penser comme ça, je trouve. Mais peut-être aussi, je me dis, ils ont eu peur, ils se sont dit qu'ils avaient la responsabilité de Bobby, qu'ils ne pouvaient pas partir comme ça, qu'ils oseraient jamais dire aux parents qu'ils ont perdu leur fils. Donc peut-être qu'ils sont paniqués, qu'ils se sont dit un peu voilé la face et qu'ils se sont dit que finalement Bobby allait rentrer, que tout allait être normal le lendemain.
Donc voilà, je sais pas vraiment ce qui s'est passé dans leur tête, mais en tout cas, c'est une réaction vraiment étrange. Bon, ils vont s'endormir et le petit matin va arriver et évidemment, Bobby n'est toujours pas revenu. Ils vont décider de faire un petit tour quand même, de rappeler Bobby un petit peu. Bon, il est toujours pas là et ils se rendent compte que à eux deux, ils n'arriveront pas à le retrouver. Ils se rendent compte de la gravité de la situation et ils décident alors de se rendre en ville pour aller au commissariat de police. Par la même occasion, les parents vont alors être prévenus de la disparition de leur fils et là, ça va être le choc pour eux. En fait, on est en 1951, c'est une autre époque et il n'y a pas les téléphones, donc ils n'attendaient pas spécialement de nouvelles de leur fils. Ils avaient confiance en Martin et Fred et ils se sont tout simplement dit que peut-être ils avaient campé ensemble, voilà, qu'il y avait eu un contretemps, que peut-être Bobby avait décidé de retourner dormir chez Martin et Fred parce qu'ils avaient terminé tard. Donc ils ne sont pas inquiétés plus que ça, c'est vraiment le lendemain matin en apprenant ce qui s'était passé et en apprenant que leur fils avait disparu depuis déjà très longtemps, qu'ils sont tombés sous le choc et qui se sont vraiment rendus compte que leur fils avait eu de gros problèmes. Mais bon, maintenant que tout le monde est prévenu, tout va aller très vite. Déjà, la police va un petit peu engueuler Martin et Fred de les avoir prévenus aussi tard. Ça va bientôt faire 24 heures que Bobby a disparu en pleine forêt et les chances de le retrouver vivant diminuent à chaque minute. Et on sait très bien, nous, que l'heure qui suit la disparition est souvent l'heure la plus importante et après chaque minute qui passe, sont des minutes où on a de moins en moins de chances de retrouver la personne disparue. Mais d'un autre côté, la police se dit quand même une chose. Bobby était armé, il avait son fusil, son couteau de chasse, et donc si un homme ou un animal avait essayé de s'en prendre à lui, il aurait quand même pu se défendre, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas rentré? Et surtout, Fred et Martin ont dit qu'ils avaient entendu aucun coup de feu, aucun cri, donc pourquoi il ne se serait pas défendu? Pourquoi il n'aurait pas crié? À ce moment-là, il se serait simplement perdu, mais s'il s'est perdu, comment ça se fait que Martin et Fred ne l'aient pas retrouvé en criant, etc. Bon, la première chose que la police va faire, c'est évidemment organiser une battue dans les bois. Là, il va y avoir beaucoup de policiers qui vont se déployer, ainsi que des bénévoles, donc vraiment, ils vont ratisser centimètre par centimètre toute la forêt. En plus de ça, il va y avoir un avion de la police qui va survoler la forêt pour avoir une vue d'ensemble, pour voir s'il n'y a pas un feu quelque part. Mais évidemment, ils ne trouveront rien et c'est vraiment très malheureux. Et puis aussi, après plusieurs jours, la police va commencer à dire qu'ils recherchent un corps. Évidemment, ça fait un petit temps que Bobby est tout seul. S'il est dans la forêt, il y a fort à parier qu'il serait mort de froid. Et puis c'est bizarre, avec tous les policiers qui sont passés, Bobby aurait sans doute entendu quelque chose, il aurait pu crier, mais rien du tout, donc il y a peu de chances qu'il soit encore vivant. La police se dit alors que sans doute Bobby n'est même plus dans la forêt parce qu'ils ont vraiment rien trouvé. Alors soit quelqu'un l'aurait emmené autre part, soit peut-être il aurait été mangé par un animal, mais à ce moment-là, on aurait quand même retrouvé son fusil, son couteau et même sans doute des vêtements, mais rien de tout ça n'a été retrouvé. Au final, les jours et les semaines vont passer, rien ne sera retrouvé et la police va quand même bien faire comprendre aux parents que Bobby est sans doute décédé, qu'il n'y a plus vraiment de chance qu'il soit vivant en fait, et petit à petit ils vont arrêter les recherches, le dossier va rester ouvert, mais évidemment les recherches seront moins poussées, il n'y aura plus vraiment de battues, et les parents vont un peu se retrouver complètement seuls. Mais les parents de leur côté vont pas perdre espoir d'un jour retrouver le corps de leur fils, de savoir ce qui s'est réellement passé, et à chaque fois qu'ils verront des gens entrer ou sortir de la forêt, ils leur demanderont toujours de faire attention autour d'eux, de leur dire s'ils ont vu quelque chose, etc. Mais voilà, il n'y aura rien encore une fois. La suite de l'histoire se passe en 1956, donc 5 ans après la disparition de Bobby. Nous sommes le 9 octobre, donc le même mois que sa disparition 5 ans plus tôt. Ce jour-là, des chasseurs vont rentrer dans la forêt de Walla Walla et ils vont se cacher derrière des arbres, derrière des petits boisés pour essayer de chasser tout simplement. Et à un moment donné, ils vont tomber sur un fusil et une casquette rose qui semblent être là quand même depuis quelques temps. Évidemment, ils avaient entendu parler de la disparition du petit Bobby et ils vont directement aller prévenir la police de leur trouvaille. La police et la famille de Bobby vont alors se rendre sur le lieu où les objets ont été retrouvés et la famille et la police diront qu'il s'agit bel et bien de la casquette et du fusil de Bobby. Ça va évidemment relancer l'enquête et de nouvelles battues vont être organisées dans le but de retrouver de nouveaux indices. Là, ça va être assez dingue, mais assez rapidement, ils vont retrouver un morceau de corps en fait dans la forêt qui semblait avoir été déterré par un animal. Donc en fait, c'est assez logique si 5 ans plus tôt les policiers n'avaient pas vu ce corps parce que
sans doute quelqu'un lui avait creusé une tombe, et à ce moment-là, on est à peu près sûr maintenant qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre. Mais là, en fait, les policiers vont bien comprendre que le reste trouvé ne ressemble pas à un corps en entier, et ils vont essayer de creuser un petit peu dans le même endroit, et là, ils vont se rendre compte qu'il y a clairement une tombe qui a été creusée, mais sous les racines d'un arbre, vraiment pour qu'on ne retrouve jamais ce corps. Il n'y avait aucun moyen que le corps puisse ressortir, c'était vraiment un trou comme ça, puis comme ça pour aller sous l'arbre en fait. Et sous cette tombe, sous les racines de l'arbre, il y avait le reste du corps qui s'avérait être celui de Bobby. Donc là, on est sûr maintenant que c'est un meurtre parce que c'est pas seulement le corps qui avait été enterré un peu sous le sol où ça se pouvait que voilà, il était recouvert par la terre au fil du temps. Non, non, non. Là, il y avait vraiment quelque chose de creusé sous la racine de l'arbre et la personne qui avait fait ça l'avait clairement mis là pour qu'on ne le retrouve jamais. Une enquête pour meurtre va alors être ouverte et évidemment, les premiers suspects vont être Martin et Fred. On se rappelle quand même qu'ils avaient agi ultra bizarrement en restant toute la nuit dans la forêt, en n'ayant prévenu personne, et en plus de ça, ils avaient dit à la police n'avoir entendu personne crier, aucun coup de fusil, et donc là, on peut se dire que peut-être ils avaient menti à la police pour éviter la thèse de l'accident ou du meurtre, pour plus pousser la police à penser que Bobby s'était perdu ou qu'il aurait été enlevé. Donc là, on peut se dire que peut-être, en fait, ils auraient assassiné Bobby, alors peut-être de leur plein gré en voulant réellement sa mort, ou peut-être qu'ils l'auraient pris pour un animal, qu'un coup serait parti et que Bobby aurait été touché mortellement par une balle. Bon, la police n'a pas assez d'éléments pour accuser officiellement Fred et Martin, ils n'ont pas de preuves, c'est que des suppositions, mais évidemment tous se disent que c'est sans doute les coupables. Les médecins légistes vont alors faire une autopsie sur le corps de Bobby pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, ça faisait 5 ans et le corps de Bobby, il était complètement décomposé, on ne pouvait plus rien savoir dessus et donc on ne sait pas du tout comment il a été tué. L'enquête va quand même continuer et une chose étrange va tout de même survenir. En fait, la police va se rendre compte que Bobby avait sur lui donc son arme qui a été retrouvée, sa casquette rose qui a été retrouvée, mais il avait aussi un couteau de chasse qui lui n'a pas été retrouvé, il n'était même pas dans sa tombe, il était nulle part. Donc, la police va commencer à chercher ce couteau. Et là, bizarrement, le couteau en fait va finalement être retrouvé, mais à plusieurs kilomètres de la forêt, dans une sorte de champ, de terrain vide. Et le couteau était là, même pas caché, il était juste posé là. Donc c'était vraiment étrange, qu'est-ce que le couteau faisait à des kilomètres de la scène du crime. Bon, c'est un assez gros mystère, mais j'ai trouvé sur des groupes de discussion une théorie qui je trouve est totalement plausible. En fait, le couteau brillait, c'était un objet brillant. Bon, il était pas super léger, mais il n'était pas non plus lourd. Et on se dit que c'est possible qu'il y ait une pie qui est réputée comme oiseau pour prendre des trucs brillants, pour en faire leur nid. C'est possible qu'une pie ait pris le couteau et l'ait emmené plus loin. Donc ça, c'est une possibilité. Mais il va y avoir autre chose qui est assez étrange. En fait, le 17 octobre 1956, donc quelques jours plus tard, sa ceinture a été retrouvée sur du sable à Box Canyon, qui se situe à 211 km de Walla Walla. En fait, ce jour-là, Bobby avait une ceinture sur lui, mais c'était pas une vraie ceinture, c'était une ceinture en corde. Et après sa ceinture, il y avait son étui à couteau. Eh bien, une ceinture en corde a été retrouvée donc à Box Canyon, avec justement un étui à couteau sans couteau dedans. Il paraît, mais je ne sais pas si c'est vraiment une source fiable, mais je vous le dis quand même, que la famille aurait dit qu'il s'agissait bel et bien de la corde et de l'étui qui appartenait à Bobby. Ça reste quand même extrêmement étrange, qu'est-ce que sa ceinture aurait fait à 211 km de là, ça n'a juste aucun sens, surtout que à Box Canyon, c'est pas un endroit de chasse, donc pourquoi quelqu'un aurait apporté un couteau de chasse? C'est vraiment étrange et c'est pour ça que je ne sais pas si cette source est vraiment fiable parce que ça me paraît tellement fou, mais ça reste une possibilité que ça soit vraiment passé comme ça et si c'est le cas, ça pose encore beaucoup plus de questions sur cette affaire déjà extrêmement mystérieuse. Mais voilà, malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'on a sur la disparition et le meurtre de Bobby. On n'a rien d'autre. Et évidemment, personne n'a jamais été arrêté dans cette histoire. Martin et Fred n'ont jamais rien dit. Eux, ils restent sur leur version des faits, donc sur le fait que d'un coup, il a disparu et ils ne savent pas où est Bobby. Mais voilà, cette histoire reste très énigmatique et j'ai très envie de savoir vos théories en commentaire. Une chose encore, en fait, Bobby aujourd'hui repose au Mountain View Cemetery. Donc voilà, les sources que j'ai prises ici, c'est des sources d'internet, mais je les ai aussi prises dans un livre de Lionel Camille. D'ailleurs, je vous conseille ces livres qui sont juste
dinguissime. En fait, il a fait beaucoup de livres qui s'appellent Disparu, il y a Disparu aux USA, Disparu en pleine nature, et c'est vraiment des livres super chouettes à lire, super bien faits, où il y a plein d'histoires vraiment peu connues, donc voilà, je vous les conseille de fou. Enfin voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère que l'histoire vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne, à mon compte YouTube, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!